Je voudrais saluer l'ensemble des participants que je ne vois pas, mais voilà, et surtout vous prier de m'excuser de n'être pas parmi vous physiquement. Je voudrais aussi remercier les organisatrices de ces journées de m'avoir sollicité pour parler de mes pratiques. Alors, le propos sera très différent de ce que vous venez d'entendre, puisque moi, je me place du point de vue de l'utilisatrice, du point de vue du chercheur et en particulier de la recherche en épigraphie. Le programme à partir duquel je souhaitais évoquer l'utilisation des archives en contexte épigraphique, si je puis dire, est celui de la publication des inscriptions de la cité béotienne de Thespie en Grèce centrale. Cette édition prend place. Alors, pardon, je n'arrive pas à faire défiler. Voilà. Euh, voilà. Cette édition prend place dans le projet plus global de réédition mené depuis plusieurs années par les Inscriptiones Graecae, l'Académie de Berlin, euh, projet très ancien qui a été lancé à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle par l'Académie des sciences de Berlin. Et comme vous le voyez sur cette diapo, hein, qui avait l'ambition de couvrir l'ensemble des inscriptions publiées côté européen, les programmes d'inscription asiatiques intégrant d'autres consortiums, d'autres programmes. Euh, Ces volumes sont publiés régulièrement, puis progressivement republiés. Et le projet actuel de publication qui m'occupe est celui qui apparaît ici en rouge, et vous le voyez, hein, ce qui ne constituait qu'un volume à la fin du 19e siècle, évidemment, devient aujourd'hui plusieurs fascicules pour ce seul volume des IG de Béotie, divisés en plusieurs fascicules selon les cités, compte tenu évidemment de l'augmentation des inscriptions connues et aussi de la documentation, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, le projet actuel hein, de publication des inscriptions de TESPI permet d'exposer rapidement l'évolution de la relation que l'épigraphiste entretient avec les archives à travers une très succincte histoire des collections d'archives épigraphiques, hein. Rassurez-vous, je tiendrai les 20 minutes. Ainsi que l'histoire, tout ça est lié aussi à l'histoire et aux méthodes, aux évolutions des méthodes de publication, évidemment, des corpus épigraphiques qui ont beaucoup changé depuis la fin du 19e siècle. Vous pouvez bien l'imaginer. La publication d'inscriptions répond à des normes scientifiques, épistémologiques, hein, qui remontent à la fondation de l'épigraphie comme science au XIXe siècle. Et c'est une discipline, j'insiste là-dessus, j'y reviendrai, qui relève tout autant de l'archéologie que de l'édition de textes. Elle repose à la fois sur l'autopsie des monuments, sur la collation des archives élaborées depuis la découverte. On dit l'invention de manière un peu pompeuse. Ces archives sont constituées d'estampages, des empreintes, des inscriptions faites avec du papier, des photographies bien sûr, des carnets de notes, plus rarement, malheureusement, des relevés topographiques ou architecturaux du contexte de la fouille ou des circonstances dans lesquelles ont été trouvées l'inscription. Vous le comprenez, l'épigraphiste doit donc rechercher dans différents fonds, conservés dans diverses institutions, les archives produites à propos du ou des monuments qu'il souhaite étudier. Ces archives sont très diversement recensées, très diversement accessibles. Euh,
Et même le monument lui-même euh, peut avoir ou disparu ou peut se révéler difficile à être retrouvé, en particulier le monument, l'inscription, la stèle ou le petit fragment parfois n'est pas toujours là où le dernier inventaire connu le situe. Le cas des inscriptions béotiennes et en particulier celle de la cité de Thespie n'échappe pas à la règle et permettent d'illustrer cette sorte de chasse au trésor. Alors, je voulais vous montrer, on va pas du tout faire un cours d'épigraphie, mais c'est pour vous montrer un peu l'évolution de la science. Ceci est une page tirée des IG 7, donc du volume qui recensait, qui publiait les inscriptions de Béotie à la fin du 19e siècle, en 1892. Et la chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que on voit très bien que dans les publications de cette époque, aussi soigneuses et aussi précises qu'elles étaient, on attache une importance fondamentale au texte et on évacue du commentaire, ce qu'on appelle les lemmes en épigraphie. Par exemple, ici, vous voyez que nous n'avons aucune dimension de l'objet. Alors là, on a un petit fac-similé, mais complètement à plat, hein, puisque ici, par exemple, vous voyez, ça révèle les cassures de la pierre, mais vous voyez qu'il n'y a aucune perspective, aucune dimension, aucune cote portée sur le fac-similé, ça n'est pas l'usage. Ce qui intéresse, c'est ça, le texte inscrit et sa transcription par le savant. Cette perspective a eu évidemment des conséquences également sur la production et la conservation des archives liées à ces monuments. Or, aujourd'hui, évidemment, l'épigraphie prend en considération le caractère monumental de l'inscription. Le texte inscrit est porté par un support dont l'étude architecturale et archéologique est pleinement prise en compte. L'épigraphiste qui souhaite reprendre et mettre à jour un corpus de cités comme je dois le faire pour les inscriptions de Thespie, doit donc chercher à compléter les études anciennes en intégrant étude du texte inscrit et étude du monument qui le porte. Il est donc conduit soit à rechercher dans les archives existantes et parfois très anciennes des informations que les publications antérieures n'ont pas cru bon de mentionner, soit de produire de nouvelles pièces pour documenter les monuments inscrits de manière plus complète et c'est l'objet de la suite de mon exposé. Pour illustrer ces méthodes, disons, où le texte est central, vous voyez par exemple que l'institution, l'Académie de Berlin, ici, voilà la documentation qui est à disposition. Vous avez accès à une liste simplement, ici, on est dans cet onglet-là, estampage, vous avez accès à une liste. Et là, ça n'est pas simplement l'effet de mon diaporama, mais je ne peux pas cliquer sur cette liste et ouvrir un fichier, par exemple, photographique de l'estampage. J'ai simplement connaissance que pour ces inscriptions-là, l'Académie de Berlin conserve un estampage. Alors dans ce cas-là, très aimablement, hein, l'institution répond et peut envoyer une photographie de l'estampage et l'institution accueille très volontiers les chercheurs qui veulent bien se déplacer à Berlin pour aller vérifier ou relire les estampages conservés à Berlin. Vous voyez que c'est une accessibilité restreinte à la documentation, aux archives. Néanmoins, c'est quand même très pratique dans le sens où on sait ce qui existe. C'est précisément euh, pour nous, épigraphistes, ce type de liste et ce type de répertoire est et au moins a le mérite d'exister, si je puis dire. Alors,
J'y reviendrai peut-être dans la discussion ou s'il y a des questions, mais on voit évidemment que là, on est très très loin d'un inventaire qui répond à des critères d'archiviste. On est dans un inventaire extrêmement pratique pour les épigraphistes et uniquement pour les épigraphistes. Parce qu'évidemment, je pense que ces mentions-là sont assez sibyllines pour qui n'est pas familier des publications épigraphiques. Je voudrais j'ai l'air de beaucoup critiquer ces fonds d'archives anciens et leurs méthodes de conservation et d'archivage, mais je voudrais quand même évoquer avec vous le cas où ces archives très anciennes sont extrêmement précieuses. Je fais un petit détour par l'Asie mineure et les cités la cité de Mylassa, ici en Asie mineure, vous voyez ici dans le sud de la en Carie plus particulièrement, pour évoquer les collections de l'Académie de Vienne, institution comparable à l'Académie de Berlin dont je viens de parler. Pourquoi ces archives sont extrêmement précieuses néanmoins, même si elles sont incomplètes, on y reviendra, mais parce que ici c'est le cas extrême d'inscriptions qui ont été vues à la fin du 19e siècle, inscriptions essentiellement remployées dans ce qui n'était encore que des villages, et les habitants avaient utilisé ces inscriptions pour construire leurs maisons. Et deux voyageurs, Oula et Zonto, ont relevé ces inscriptions consciencieusement, méticuleusement. Ils en ont fait, comme ici, vous voyez, non pas, alors il y a des estampages aussi, mais ici c'est un fac-similé à l'échelle 1 sur un grand calque. Et puis surtout, ils ont rapporté des carnets, dont vous voyez ici une photographie, avec une copie de l'inscription et puis des mentions, les dimensions de l'inscription, etc., etc., qui ne figuraient pas forcément d'ailleurs dans leur première publication, ces détails sur les monuments. Et vous comprenez bien que ces inscriptions, Milas aujourd'hui en Turquie est devenue une ville relativement importante, ces petites maisons faites un peu sommaires, les villages initiaux ont complètement disparu et ces inscriptions ont totalement disparu. Les archives de ces deux chercheurs conservées à Vienne sont les seuls vestiges de ces inscriptions, donc elles sont extrêmement précieuses. Mais alors là, à l'Académie de Vienne, il faut vraiment y aller, c'est-à-dire, moi j'ai fait la supposition qu'il y avait à Vienne des archives de ces deux voyageurs et on m'a aimablement répondu oui, et on m'a aidé quand je suis allée les consulter, mais évidemment rien n'est numérisé et j'ai fouillé pendant une semaine dans les carnets à essayer de rassembler les morceaux du puzzle. C'était un petit excursus pour dire, même si elles sont mal rangées, il faut ou s'en occuper, ou en tout cas penser au moins à leur préservation. Euh, je vais prendre pour être plus explicite sur les archives et revenir aux archives béotiennes, je vais prendre un cas, euh, un exemple, ce sera peut-être plus parlant. J'ai choisi dans le corpus des inscriptions de Thespie une petite inscription qui est une épigramme, c'est-à-dire un poème hein, gravé sur une base du statut, et qui était l'œuvre d'une poétesse qui s'appelait Erinia Procula. Et elle fait deux vers en l'honneur de l'Éros de Praxitèle, et c'est une inscription qu'on date du début, pardon, de la seconde moitié du 1er siècle de notre ère.
j'arrête de faire de l'épigraphie et j'essaye de parler des archives, ce qui intéresse beaucoup plus le public de ces journées. Ici, vous voyez que je vous ai photographié la page qui concerne cette inscription dans la publication très particulière mais très utile des inscriptions de Thespie en ligne, qui est un manuscrit en fait qui a été mis au propre et devenu un tapuscrit si vous voulez, et du travail en cours que Paul Roche avait laissé à sa mort. Ce travail a été fait par trois de ses amis qui ont tenu à rendre public ce travail qui était vraiment un travail en cours de la part de l'épigraphiste Paul Roche. Et donc vous voyez que ce brouillon, on va dire, de publication pour cette inscription nous donne quand même des informations très, très précieuses. Euh, on apprend donc ici que la stèle est conservée, en tout cas au musée de Thèbes, probablement, on sait ça à la dernière publication, ça c'est une info à vérifier, on y reviendra. Et puis, on a des informations sur la découverte très succincte, hein, la découverte de la pierre, qui a été donc découverte par Paul Jameau dans les fouilles qu'il a effectuées à Thespie en 1891. Et on sait que cette inscription a été signalée justement dans le rapport que Paul Jameau a publié dans le BCH immédiatement après sa fouille en 1891. Juste pour... Donc là, c'était un embryon de publication avec les éléments canoniques qu'on doit avoir dans une publication d'épigraphie, c'est-à-dire les éléments qui concernent la pierre elle-même, et ici les éléments de bibliographie quand il s'agit, comme ici, d'une inscription qui est déjà publiée. Et cette mention tout à fait sibylline ici signale qu'il y a dans les archives de Lyon trois estampages. En effet, Paul Reusch a laissé derrière lui à Lyon une collection très importante, près de 1200 estampages, un peu plus de 3000 photographies et des carnets qui concernent les missions qu'il a menées sur le terrain en Béotie, et en particulier à propos des inscriptions de Thespie qu'il comptait publier, qu'il a laissées donc à Lyon. J'y reviendrai si besoin. Un petit schéma que je vais compléter dans les minutes qui viennent. Euh, donc ici, notre inscription. Vous voyez que dans les archives et publications que je nomme anciennes, on a vu qu'il y avait la mention, une simple mention de sa découverte. Quand on va voir, alors ça c'est très accessible pour nous, hein, le BCH étant en ligne numérisée, tout va bien. On a le rapport de Paul Jameau, publié dans le BCH 15-1891, page 660, et là on a une simple mention de l'inscription, mention même un petit peu fautive sur l'interprétation du monument, mais c'était, si je puis dire, à chaud, c'est tout à fait normal. Euh, Immédiatement se pose la question, existe-t-il une mention plus détaillée des circonstances et contextes de découverte dans les archives de Jameau? On sait, alors j'y reviendrai aussi, on sait par les inventaires de l'école qu'il y a des archives de Paul Jameau, Carnet par exemple. Cette inscription, Paul Jameau ne l'a pas publiée lui-même, on attend quelques années et elle est publiée dans le BCH 50 par Plassard en 1926. Et là, dans cette publication, on voit qu'il y a une photo d'estampage. De quel estampage s'agit-il? Est-ce que c'est celui de Jameau qui est signalé dans l'inventaire de l'EFA? Alors, je reviendrai sur cet inventaire, sur sa consultation. Ou est-ce qu'il s'agit d'un estampage que Plassard aurait fait lui-même? Euh, pour ce qui est du chercheur, les archives de l'EFA sont en partie, et celles qui m'intéressaient, celles de Paul Giamot, sont en partie enfin, sont tout à fait accessibles, que ce soit à distance ou physiquement.
Notamment, on prend connaissance des archives disponibles par l'inventaire sur Calam, hein. J'ai fait la photo ici. Inventaire, les archives manuscrites, inventaire rangé par série géographique. Et puis là, si on développe les onglets, on trouve la mention des carnets. Là, évidemment, pour l'instant, s'arrête la possibilité de consulter en ligne, mais c'est déjà très important pour nous de savoir qu'on n'a pas d'autres détails. Et puis ensuite, on fait appel à Marie Stahl, qui, avec une grande disponibilité, nous ouvre ses archives, soit à distance lorsque les documents sont numérisés comme les carnets de Paul Jameau, soit physiquement quand on se déplace et qu'on vient consulter. Je pense qu'il y a dans la salle d'autres chercheurs qui ont fait cette très agréable expérience à Athènes. Alors, maintenant, je voudrais parler des archives et, toujours lié à ma petite épigramme, les archives et publications nouvelles qui nous permettraient de, disons, donner ensuite une publication plus euh, conforme aux attentes des normes épigraphiques actuelles. Alors, vous vous souvenez, dans le manuscrit de Paul Ruche en ligne, on voit que pour cette inscription, il y a la mention de 3 estampages. En fait, les archives de Paul Ruche à Lyon sont plus riches que ça. Il y a finalement 2 photographies, les 3 estampages mentionnés dans la publication et une page de carnet. Et cette documentation est aujourd'hui rendue accessible grâce à une base de données et un portail de consultation. Lorsque vous consultez cette base de données ici, tespi-mem.fr, et que vous entrez la référence à l'inscription, ITESP 271, vous voyez immédiatement apparaître les vignettes ici des 2 photographies, des 3 estampages et de la page de carnet. Euh, une précision, là on atteint le degré ultime de la, comment dire, vous voyez en direct là ce qu'est la folie en quelque sorte des épigraphistes, puisque là vous avez affaire à une base de données qui traite des archives d'un épigraphiste et qui a été conçue euh, par une malheureuse épigraphiste que je suis. Donc, évidemment, j'ai créé l'outil qui convient à ma discipline, mais c'est évidemment tout à fait exceptionnel et sans le exceptionnel au sens le travail n'est pas exceptionnel, hein, du tout, mais je veux dire exceptionnel au sens d'exception, parce qu'on partait aussi d'archives d'un épigraphiste qui avait lui-même déjà très bien rangé en quelque sorte sa documentation. Voilà les documents en question conservés à Lyon. Ils sont tous numérisés. Alors, en ligne, on y accède par des vignettes qui ne sont pas utilisables du point de vue scientifique, mais sur demande, évidemment, on peut fournir des documents scientifiquement exploitables. Donc, 2 estampages sur 3 ici, et puis vous voyez les photos et la page de carnet. La page de carnet de Paul Ruche, elle apporte évidemment un peu il y a les dimensions, et puis il y a ce petit dessin vu de haut de cette base. Alors c'est très sommaire, hein, c'est un tout petit schéma, et vous comprenez que là, à partir de là, on peut euh, envisager euh, la suite, puisque en quelque sorte, malgré tous ces documents, cette documentation supplémentaire, on va dire, il nous manque encore des choses. Alors là, j'avais mis en regard pour vous montrer un peu la progression entre les diverses publications, hein, l'étape 1 de Plassard, hein.
avec cette photo d'estampage qui n'est pas satisfaisante, qui n'est pas exploitable, mais qui est déjà très intéressante pour l'époque parce qu'elle signale l'existence de cet estampage. Et puis, donc, le brouillon de publication de Paul Reusch. euh, euh, on voit ici hein, que Plassard, par rapport aux éditions, par exemple, de la fin du 19e siècle, s'intéresse un peu plus aux monuments, il en donne les, les dimensions, mais il ne va pas jusqu'à décrire très précisément le monument qui, par ailleurs, est très, très intéressant. Donc, je rassemble sur cette diapo les éléments et surtout ici, vous avez le cadre de ce qui reste à faire. À faire, évidemment, il y a une nouvelle autopsie avec un relevé de la base. À l'étude du texte, très intéressant, en effet, il faut et ajouter absolument l'étude de la base et reposer la question du monument qu'elle portait, à savoir un Éros. Et puisque la dédicace mentionne l'Éros de Praxitèle, je ne vais pas développer ici, ça n'est pas le lieu, mais il y a quand même toute cette partie très intéressante, évidemment, qui justifierait d'étudier le monument en détail. Mais qui dit nouvelle autopsie, qui dit relevé de la base, dit production de nouveaux documents, de nouvelles archives. La question, évidemment, comment les archiver, les rendre accessibles hein, pour les partager, puisque euh, il n'est plus concevable aujourd'hui de travailler autrement. Ça, c'est pour, on va dire, les documents qui concernent uniquement TESPI, si je puis dire. Et puis, vous avez la question qui m'intéresse aujourd'hui et qui nous intéresse aussi avec Laure Bézard à la MUM et Marie Stahl à Athènes, c'est la question de la mise en relation, l'interopérabilité, la consultation partagée des archives existantes, puisque vous voyez que ma petite inscription, mais c'est le lot de la plupart des inscriptions du corpus de TESPI, euh, on a des archives conservées à Lyon, des archives conservées à Berlin, des archives conservées à Paris, évidemment, il y a la question du musée de Thèbes, parce que je dois le préciser, par exemple, le numéro d'inventaire, c'est une sorte de petit miracle, hein, cette base qui porte un numéro d'inventaire, vous l'avez vu sur les photos, le numéro 310, n'a pas varié. Je sais que cette base est encore au musée de Thèbes grâce à l'inventaire du musée qui est aujourd'hui publié, consultable par notre collègue et chercheur en histoire et en épigraphie, Yanis Kalionsis. Donc ça aussi, c'est fondamental. Et évidemment, les archives conservées à Athènes. Je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour la discussion.